Bonjour à toutes et à tous, la critique de Civil War. Là, je suis dans la nature, les mêmes endroits où j'ai fait des vidéos il y a quelques semaines, quelques mois, mais avec le printemps, ça a repoussé. Donc, il y a les petits oiseaux, je me balade, je suis tranquille, et je peux vous parler de cette énorme claque qui, je ne pense pas que ce soit le film de l'année en tant que scénario, mais en tant qu'image et en tant que mise en scène, j'ai rarement vu mieux. C'est une claque de chaque instant, mais c'est pas le plus important du film. J'avais des craintes sur Civil War, j'avais peur que ce soit un film de propagande anti-Trump, pro-démocrate, où on nous montre en gros les blancs, l'Amérique raciste, tous les blancs qui sont le discours qu'on entend chez les démocrates, en gros les conservateurs qui sont des nazis, qui sont les pires personnes. J'avais peur que ce soit un discours comme ça dans le film. Ça n'est pas le cas. Et ça, c'est la première chose qui m'a rassuré dès les premières minutes du film. Ça n'est pas un film engagé politiquement. Ça n'est pas un film qui fait passer un message politique pour un camp ou pour un autre. Il y a un message, mais ce n'est pas un message politique pro ou anti. Et on ne peut pas identifier le président qu'il y a dans le film, on peut l'identifier ni à Trump ni à Biden. Et les Américains qu'il y a dans le film, on ne peut pas les identifier à des progressistes woke ou bien des conservateurs ultra suprémacistes. Il y a de tout dans les deux camps. Mais même, c'est difficile de voir deux camps distincts et surtout, c'est une critique sans aucun spoilers, on ne s'intéresse pas à la raison pour laquelle il y a eu une guerre civile, pour lesquelles il y a eu une guerre civile. Je sais que ça en déçoit certains, on en a discuté sur les réseaux sociaux en privé. Il y en a certains qui trouvent que le film est creux, qu'il manque de scénario, qu'on ne s'intéresse pas. Ah, il y a un train qui passe. Qu'on ne s'intéresse pas aux origines de cette guerre civile. Je peux comprendre, mais sachez que ça n'est pas un film pour expliquer comment il y a eu une guerre civile. C'est un film sur le journalisme de guerre, sur le pouvoir de l'image et sur tout simplement l'inutilité. C'est un film très pessimiste et très nihiliste sur l'inutilité du journalisme de guerre quant à prévenir et on va dire annoncer aux gens quelque chose pour éviter que ça arrive. Et ça, c'est ce que dit le personnage de Kirsten Dunst dans le film. J'ai couvert beaucoup de guerres civiles, j'ai pris énormément de photos, je pensais que ça nous servirait de leçon, ça n'a servi à rien du tout. C'est le message principal du film. Le message se place du point de vue des journalistes. Et de ce point de vue-là, il est exceptionnel. Et il fait beaucoup penser à Night Call avec Jake Gyllenhaal et Riz Ahmed. Je crois que c'était Dan Gilroy ou Tony Gilroy, un des deux, qui avait réalisé le film. C'était justement sur le pouvoir des images, l'adrénaline, le fait d'être accro. Et pourtant, c'est des images qui les traumatisent. Mais voilà, c'est plus fort qu'eux, ils sont attirés. Et il y a aussi du voyeurisme d'une certaine manière. Donc le voyeurisme qu'il peut y avoir dans le journalisme, la neutralité que les journalistes ont, puisqu'ils ne sont ni dans un camp ni dans l'autre, c'est sur ça que tourne le film. Et j'ai trouvé que c'était excellent. Certes, ça a l'air d'être un blockbuster, ça ne l'est pas. Ça n'est pas un blockbuster. Alors il y a des trains qui passent, hein. On n'est pas très loin d'une voie ferrée, donc je vais attendre que le train soit passé. Il va être un peu long celui-là. Donc ça n'est pas un blockbuster au sens où il y a tout qui pète. C'est pas le cas. Bien sûr, vous allez avoir énormément d'explosions, de pyrotechnie, mais c'est surtout un film très intimiste. Voilà, le train est passé, je vais répéter ce que j'ai dit. C'est pas un film sur voilà où il faut vous attendre à énormément d'effets spéciaux. Vous en avez, mais c'est surtout filmé en décor naturel en Géorgie, aux alentours d'Atlanta. Donc vous reconnaîtrez certains décors qui sont un peu comme dans The Walking Dead. D'ailleurs, il y a une grosse vibe The Walking Dead, mais sans les zombies, même au niveau des chansons.
Mais c'est pas un film où il y a tout qui pète, à façon Independence Day, mais sans les extraterrestres. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un film intimiste. C'est un road trip où on va suivre une poignée de journalistes, 4 journalistes. Wagner Moura qui fait Joe, Kirsten Dunst qui fait Lee, Kaylee Spinney qui fait, je me souviens plus du nom de son personnage, et Stephen Anderson qui fait un autre journaliste. C'est un road trip de presque 1400 miles d'une côte à l'autre des États-Unis. En tout cas, pour se diriger vers Washington. Et Washington, le but final, c'est d'interviewer le président de ce qu'il pense avant que le président de ce qu'il pense se fasse tuer par les forces de l'Ouest. Le postulat de base, l'Amérique est fracturée en deux. D'un côté, les forces de l'Ouest, Texas et les autres États, et le camp du président qui dit nous sommes la vraie Amérique et les autres ce sont des sécessionnistes. C'est une nouvelle guerre de sécession dont on ignore les raisons, mais dont les forces de l'Ouest semblent avancer irrémédiablement vers Washington et la Maison-Blanche pour en déloger le président. Est-ce que ça se termine bien ou pas? Ça, je vous le dis pas, c'est sans aucun spoilers. Mais c'est surtout notre équipe de journalistes qu'on va suivre. Kirsten Dunst, ça fait tellement plaisir de la retrouver. Je l'ai trouvée excellente, mais vraiment excellente. Moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup, mais qu'on voit pas souvent. Bien évidemment, on sait tous que c'est Mary Jane, et la seule et unique Mary Jane. Je ne compte pas Zendaya, je n'aime pas Zendaya. C'est Mary Jane dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Mais moi, je l'ai beaucoup aimé dans Mélancolia de Lars von Trier. C'est le seul film de Lars von Trier, d'ailleurs, que j'aime. Et elle avait été excellente aussi dans Marie-Antoinette chez Sofia Coppola. C'est une actrice qui se fait assez rare et ça fait plaisir de la voir. Alors forcément, elle a pris un petit coup de vieux quand on l'a vue dans Entretien avec un vampire quand elle était enfant. Quand on la voit là, elle a pris un petit coup de vieux, mais ils l'ont volontairement maquillée d'une manière très fatiguée. C'est-à-dire que sur son visage, elle porte le poids et le traumatisme de toutes les guerres qu'elle a couvertes en tant que journaliste. Et on la voit à chaque fois qu'elle s'endort ou à chaque fois qu'elle se repose, elle a des images qui lui reviennent, des images en tête de gens qui se font immoler par le feu. Ben, elle a couvert tout type de conflit. D'ailleurs, c'est un film où il y a des séquences assez violentes. C'est interdit au moins de 12 ans. Enfin, dès qu'on sait au moins de 12 ans, c'est justifié. C'est pas un film à regarder avec des petits-enfants. Kirsten Dunst, qui est exceptionnel dans le film pour moi. Et c'est le monolithe, quoi. C'est-à-dire, elle a très peu d'expressions de visage différents. Elle sourit très peu dans le film. Mais on sent qu'elle porte le poids de la lourdeur et de la responsabilité du métier de journaliste. À côté de ça, on a Wagner Moura. Peut-être, vous ne l'avez pas reconnu, mais Wagner Moura, c'est un acteur exceptionnel. Je vous en ai parlé dans la mini-série de Apple TV+, Shining Girls, qui mérite vraiment le coup d'œil. Série fantastique, science-fiction, un jeu du chat et de la souris à travers le temps, où elle fait, Elisabeth Moss fait une journaliste et Wagner Moura aussi. Mais surtout, c'est Pablo Escobar dans la meilleure série Netflix, pour moi, celle qui reste la meilleure série Netflix, Narcos, la série originale, surtout les 2 premières saisons. Donc Wagner Moura, c'est Pablo Escobar. Et bon, depuis, il a perdu du poids, parce qu'il avait pris du poids pour le rôle. Il est excellent dans le film. Mais vraiment, c'est lui qui ressemble le plus au personnage de Jake Gyllenhaal de Night Call, c'est-à-dire un journaliste qui est une tête brûlée, qui va au-devant des ennuis, mais qui, bien évidemment, est préparé à l'habitude, contrairement à la jeune Kaylee Spinney qui joue dans le film, qui, elle, découvre le métier. Lui, il est accro à cette adrénaline et il n'hésite pas à suivre les soldats pour prendre des images. Et même dans les viviers, même là où c'est au cœur du brasier, quoi. Et il vit pour ça. On sent qu'il vit pour cette adrénaline que lui procure ces situations de tension. Et il y a aussi du voyeurisme chez lui, parce qu'il n'hésite pas à filmer des gens qui sont en train de mourir, mais sans prendre part, ni les sauver, ni les achever. Comme elle le dit très bien, le personnage de Kirsten Dunst, c'est qui est le plus difficile dans ce métier, c'est de savoir que tu ne pourras pas sauver les gens, mais que tu peux filmer leur dernier moment. Et ça va arriver plusieurs fois dans le film. Après, il y a Stephen Anderson qui fait un vieux journaliste un peu boiteux, le vieux de la vieille, qui connaît bien ce métier, qui est plutôt bienveillant envers l'équipe. Et la jeune Kaylee Spinney, qui, elle, est une
une admiratrice de Kristen Dunst qui veut se lancer dans le photojournalisme de guerre, mais qui n'est absolument pas préparée, et on va la voir petit à petit devenir une journaliste chevronnée à travers ce périple, ce road trip de 1400 1400 miles, c'est même pas des kilomètres, c'est des miles. Et on va voir leur traumatisme, ils vont être confrontés à des scènes, à des séquences traumatisantes, ils vont avoir des choix à faire et à assumer, et c'est exceptionnel. On voit vraiment, c'est un film intimiste. Faut pas vous attendre à du très très gros spectacle, mais bien évidemment qu'il y a du gros spectacle, notamment dans la dernière partie du film, quand ils arrivent à Washington, où là c'est la guerre totale, avec des tanks aux alentours autour de la Maison Blanche, et je vous en dis pas plus. C'est un film qui prend aux tripes, qui est extrêmement bien réalisé. Il y a des séquences où on n'entend pas parler pendant un bon moment, où on voit uniquement les paysages accompagnés de la musique. Alors, la musique, je suis mitigé parce qu'il y a certains choix musicaux que je trouve pas bons. Des morceaux de jazz qui viennent accompagner des scènes de guerre et qui décrédibilisent un petit peu. Ça aurait été bien d'avoir une composition originale qui renforce la tension. Mais à d'autres moments, on a des morceaux un peu de country à la guitare sèche, qui justement accompagnent très bien les scènes, un petit peu comme les premières saisons, les 4 premières saisons qui sont les meilleures de The Walking Dead. On se rappelle Civilian de Wyhawk, on se rappelle de Serpents de Sharon Van Etten, The Oldest de Ben Nichols. Donc voilà, ce genre de chansons, celles qu'on avait dans les 4 premières saisons de The Walking Dead, on en a de ce même style à travers justement des road trips. Et je vous dis juste une scène, c'est pas vraiment un gros spoiler, où ils traversent une forêt de nuit embrasée jusqu'à l'aube pour arriver à Charlottesville, là où il y a toutes les forces de l'Ouest. Ce passage est magnifique. Ce passage est magnifique. Et il y a aussi du Michael Mann dans Collatéral, où on voit le regard de Tom Cruise dans la voiture quand il roule de nuit à travers Los Angeles. Ben là, c'est un petit peu le même genre de séquence. On voit le regard des personnages qui ont traversé des situations traumatisantes. On entend juste la musique, on voit les paysages qui défilent en voiture, et on voit le regard des personnages. Il y a de la mélancolie qui se détache de cette scène. Vraiment, ce genre de séquence exceptionnelle. Au niveau des fusillades, on est sur du Michael Mann, clairement, comme Heat ou Miami Vice. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des fusillades, c'est pas des pétards mouillés. Et comme je peux vous dire, c'était en Dolby Digital 7.1 dans ma salle. Ça fait sursauter. Quand on a des bastos dans les murs qui s'encastrent dans le béton, c'est pas des pétards mouillés. Ça fait vraiment, ça sonne au tympan. Et j'ai été saisi par le réalisme des scènes de fusillade. C'est un film où les scènes de fusillade sont exceptionnelles, un des meilleurs. Et la question, bien évidemment, excusez-moi, la question, bien évidemment, que l'on se pose à travers, à travers certaines séquences assez flippantes du film, qui sont très réalistes, c'est est-ce que ça pourrait se passer en vrai? Le film n'est pas très éloigné de la réalité. Bien évidemment qu'il y a une exagération dans certaines scènes, je ne vous dis pas lesquelles pour pas vous spoiler. Bien évidemment que là, on pousse le bouchon très loin. Mais il y a d'autres séquences où vraiment on se dit on n'est pas très loin. On n'est pas très loin parce que pour ceux qui doutent et pour ceux qui se disent c'est une fiction, ça n'arrivera jamais. Ça a déjà failli arriver aux États-Unis en 2020 avec l'assaut du Capitole. Après, je ne suis pas là pour vous dire que c'était la faute de Trump ou pas la faute de Trump. Les torts sont partagés dans les deux camps. On n'oublie pas qu'il y a aussi des suprémacistes afro-américains, Black Lives Matter, qui sont armés jusqu'aux dents, hein. Pas seulement les suprémacistes blancs racistes. Il y a aussi de deux côtés. Donc les torts sont partagés aux États-Unis. Il faut arrêter de croire que on a d'un côté les gentilles victimes et de l'autre les méchants racistes. Il y a des racistes et des victimes des deux côtés. Mais oui, on a déjà failli avoir une guerre civile, un début de guerre civile avec les assauts au Capitole. Il n'est pas impossible de penser que si Trump soit est élu, soit n'est pas élu, quel que soit le résultat de l'élection en novembre, même si je pense qu'il va remporter, il n'est pas impossible de penser que ça peut péter dans d'autres États, parce que certains diraient non, on ne veut pas du retour de Trump, ou d'autres diraient ah ben, vous nous avez volé l'élection comme en 2020. C'est pas impossible.
La question est pour quelle raison il y aurait une guerre civile. Là, c'est pas expliqué dans le film. Ben, regardez ce qui se passe en France, parce qu'on se dit c'est loin, c'est faux. Tout ce qui se passe aux États-Unis se passe chez nous. C'était déjà le cas il y a 20 ans en arrière, aujourd'hui c'est le cas, c'est juste qu'aujourd'hui ça va beaucoup plus vite qu'avant avec les réseaux sociaux, et tout ce qui se passe aux États-Unis, regardez dans les universités en ce moment avec les étudiants aux États-Unis, tout ce qui se passe là-bas se passe chez nous en France. C'est pas irréaliste de penser que les émeutes que l'on a eues en été 2023 chez nous, c'était pas des petites émeutes, c'était pas des escarmouches, c'était pas juste un petit mouvement passager. Non, non, c'est profond. Ce sont des milliers de jeunes qui ont attaqué des centaines de bâtiments pour des centaines de millions, voire milliards de réparations. Et contrairement à ce que nous dit le gouvernement, avec tout le respect que j'ai pour la police, c'est pas la police qui ont arrêté tous ces jeunes, c'est les grands frères des cités, c'est les caïds, c'est les chefs des dealers qui ont dit bon allez, maintenant vous revenez à la maison, vous avez assez pillé, vous avez assez montré les muscles. Mais en vérité, ça aurait pu très bien dégénérer en guerre civile. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2005, rappelez-vous ce qui s'est passé l'année dernière en 2023. Imaginez ça dans toutes les grandes villes et imaginez que les forces de police soient tellement débordées qu'elles soient obligées de reculer. La guerre civile, c'est pas 24 heures sur 24. Bien sûr qu'il y a des moments où les gens ils rentrent chez eux pour dormir et pour manger, ils sont pas sans arrêt en train de piller, de tirer. Mais oui, ils sont aussi armés avec des armes à feu. Nous avons eu un exemple d'une guérilla urbaine assez élargie en été 2023. Il n'est pas interdit de penser que ça pourrait se reproduire en bien pire si la police se laissait déborder. Et malheureusement, la police, ils sont limités en nombre et en pouvoir. Donc, ça pourrait se repasser. Sauf qu'aux États-Unis, chez eux, les armes sont légales. Et n'importe quel fou furieux, y compris un raciste suprémaciste, qu'il soit blanc ou noir, pourrait aller acheter des armes de guerre et tirer sur n'importe qui. Rappelez-vous le sniper de Washington. Ça, c'est vrai, hein, c'est pas un film. Le mec, avec un sniper, il tirait sur tout le monde. La ville était terrorisée. Tout le monde était chez soi. Donc, là-bas, c'est un pays où c'est dans la constitution, comme ça, c'est culturel. Donc, c'est pour ça que les armes à feu, ils arrêteront jamais. Il faut arrêter de croire qu'il y a un président qui va arriver et qui va interdire les armes à feu. Ce sera le premier qui va se faire plomber s'il fait ça. Parce que culturellement, depuis des siècles, c'est dans la constitution des États-Unis, c'est dans leur ADN. Donc, là-bas, chez eux, quand ça part en sucette bien pire que chez nous. Alors, et en plus, c'est 330 millions d'Américains. Nous, c'est 67 millions de Français. Sur 67 millions de Français, s'il y en a 10 000 qui se rebellent d'un coup, le pays n'est déjà plus gérable. Alors imaginez aux États-Unis, sur 330 millions d'Américains, il y en a un peu plus. Imaginez s'il y a 1 million d'Américains qui se rebellent et qui prennent les armes et qui font des factions, c'est le chaos dans tout le pays. C'est pas 330 millions qui s'entretuent les uns les autres. Il suffit juste d'un petit nombre, mais qui soit bien déterminé, bien organisé et bien surarmé. Donc oui, c'est une possibilité. Est-ce que ça se passera comme dans le film? Personnellement, je pense que le film est légèrement exagéré exprès, mais il y a certaines séquences dans le film qui font froid dans le dos, notamment la dernière séquence du film. Ça fait froid dans le dos parce qu'on se dit, si ça se passe, on ne voit pas comment on pourrait empêcher. Donc voilà, je reste volontairement un peu vague pour pas vous spoiler. Une des séquences les plus impressionnantes du film, et celle qui prend le plus aux tripes, c'est Jess Plemons, qui joue donc, qu'on voit dans la bande-annonce, qui joue ce mec et qui leur pose la question « Quel genre d'Américain êtes-vous » Là, pour tous les pleurnicheurs en France qui crient au racisme parce qu'on dit qu'Aya Nakamura c'est de la merde, à juste titre, et qui disent « Oui, ils nous aiment pas, les Français, les méchants Français racistes », si vous voulez savoir ce qu'est un vrai raciste, Jess Plemons dans le film. Jess Plemons, quand il pose la question « Qu'est-ce qu'un Américain ?» Pour ceux qui ont vu le film, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que je dis. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous allez voir. Ça, c'est du vrai racisme. Dire que y en a marre que dans les banlieues soient toujours les mêmes qui foutent la merde, ça c'est pas du racisme, c'est la réalité. Mais là, dans le film, on a quelques exemples de vrais racistes qui, pour le coup, jugent d'après quasiment presque d'après le sang, d'après l'ADN, quasiment. C'est-à-dire si t'es né à un endroit, tu peux survivre, si t'es né à un autre endroit, tu peux pas survivre. Donc, c'est-à-dire je te plombe. Ça, c'est du vrai racisme.
Donc, les pleurnichards là, qui se victimisent sans arrêt, allez voir le film, vous verrez ce qu'est vraiment le racisme. Donc, on a un film exceptionnel en réalisme, volontairement exagéré sur certaines séquences pour rester un film, mais pour moi, on est plus sur un documentaire, la plupart du temps, un documentaire de photojournalisme que un blockbuster de studio ou un film à sensationnalisme. Et c'est un film qui est volontairement intimiste à plusieurs moments et qui a un message profondément nihiliste, au minimum pessimiste. J'ai adoré, c'est une énorme claque, ça m'a pris aux tripes. Je suis content d'être allé le voir au cinéma parce que je pense que ça passe mieux au cinéma que sur un petit écran. Je ne peux que vous encourager à aller voir le film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je ne suis pas rentré volontairement dans toute la politique américaine, même si je m'y connais un petit peu, enfin sans prétention, je m'y connais beaucoup dans la politique américaine parce que je suis beaucoup plus la politique américaine que française. Je ne suis pas rentré dans les détails de la politique de Trump, de Biden, de ce qui pourrait se passer en novembre. Mais sachez que déjà aux États-Unis en ce moment, c'est chaud au Texas, puisque eux, ils ont un peu les mêmes problèmes que nous. Ils n'arrivent pas à contrôler l'immigration et là-bas, à la frontière, le Texas, eux, ils veulent repousser les migrants, alors que Joe Biden, lui, veut les laisser rentrer. Et donc, vous avez le gouverneur du Texas et des États qui sont frontaliers, qui sont un peu en rébellion contre le pouvoir en place à Washington. Donc, vous voyez, le film se base quand même sur des éléments qui sont, on va dire, plausibles. Mais voilà, je ne suis pas rentré dans tout le détail de ces 8 dernières années de politique américaine, les 4 années de Trump, les 4 années de Biden, parce que bon, c'est pas le but de la vidéo. Un jour, s'il y a un film qui s'y prête, je rentrerai, parce que je suis beaucoup, beaucoup l'actualité américaine. Mais malgré tout, voilà, ne tombez pas dans le piège de vous dire le film est anti-Biden ou anti-Trump ou pro-Biden, pro-Trump. Il est pro ou anti-personne. Il est pro-journaliste. Et pas les journalistes de BFM TV. Les vrais journalistes qui sont sur le terrain, avec des paysages magnifiques. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Moi, je vais enregistrer la critique de The Walking Dead, The Ones Who Live dans la foulée, parce que cette semaine, j'aurai pas le temps. Et donc, je le fais maintenant et ça sortira peut-être le week-end prochain. Merci à tous. Portez-vous bien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ciao tout le monde.